Bienvenue à tous les participants à cette conférence du milieu du jour organisée par les Semaines sociales de France et qui se situe dans la perspective de la préparation d'un voyage apprenant auprès des institutions européennes entre le 7 et le 9 avril prochain. Donc nous cheminons pour nous approcher de ce voyage et nous allons cette fois-ci, aujourd'hui, nous intéresser particulièrement à l'opinion publique européenne, comment elle se situe au regard de l'Union européenne et de ses institutions. Mais auparavant, je voudrais vous présenter les personnalités qui sont autour de moi. Et d'abord, Madame Leila Volt, qui est la directrice de Europa Experience et qui nous dira quelques mots sur cette merveilleuse institution-là qui nous reçoit, qui nous accueille près de la Madeleine à Paris. Et puis, à ma gauche, j'ai Daniel de Bomy, je devrais dire mon ami Daniel de Bomy, nous nous connaissons depuis longtemps, qui sera le héros du jour, puisque c'est lui qui va nous faire ce parcours de 40 ans d'évolution de l'opinion des citoyens européens à l'égard de l'Union européenne. Mais d'abord, priorité à l'hospitalité de Europa Experience. Madame Leila Volt, vous avez la parole. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup pour être là et ça nous fait très plaisir que la Semaine sociale de France est chez nous. Et Europa Experience, là justement, il y a beaucoup de gens en ligne. Je ne sais pas exactement où ils sont, en France ou à Paris, un peu partout. En tout cas, Europa Experience Paris, c'est un lieu interactif et ludique sur l'Union européenne, à la place de la Madeleine à Paris. Et l'idée, c'est de montrer comment marche l'Union européenne d'une façon plus interactive et qu'on comprenne et qu'on sorte d'ici avec une expérience, justement. C'est de là le nom Europa Experience. C'est une initiative du Parlement européen. Donc, moi, je travaille pour le Parlement européen, mais je gère aussi maintenant cet espace qui a ouvert en 2022. Et il y a plusieurs choses à faire chez nous. C'est un espace de 1500 mètres carrés sur 3 étages, donc c'est pas rien. Au rez-de-chaussée, on a plusieurs stations multimédia qui montrent comment marche l'Union européenne. On a une carte réalité augmentée où on marche sur l'Europe sans frontières avec des tablettes pour voir les différents projets européens qui sont financés par l'Union européenne et pour montrer aussi que l'Europe ne se fait pas seulement à Strasbourg et à Bruxelles, mais partout là où on vit. Il y a aussi des lunettes de réalité virtuelle, etc. Et aussi un cinéma de 360 degrés où on peut voir un film qui nous met vraiment dans la sauce européenne pour comprendre pourquoi on a créé l'Union européenne, quels sont les défis et qu'est-ce qu'on va faire dans le futur. Et donc ça, c'est une visite qu'on peut faire gratuitement et qui sera, si on vient au groupe, elle sera guidée. Si on vient en individuel, on peut découvrir soi-même. Il y a mais aussi des quiz et des trucs comme ça pour faciliter la visite. Et après, on a un autre volet, c'est un jeu de rôle ou une simulation où on se met dans la peau d'un député européen avec un groupe de 16 à 32 personnes pendant 2 heures et on adopte ou rejette 2 lois européennes en direct. Et ça, c'est vraiment une immersion au niveau européen pour bien comprendre comment marche la prise de décision au niveau européen, mais aussi d'apprendre comment négocier, parce que ça se fait au Parlement européen, on négocie. Et en France, on a du mal, mais au Parlement, c'est l'essence de tout, négocier et trouver un compromis. Et donc, c'est tout un exercice, pas seulement de comprendre comment marche la prise de décision, mais aussi un exercice de savoir négocier, savoir prendre la parole en public d'une façon très courte et concise, et aussi de savoir, recueillir toutes les informations nécessaires afin d'aboutir à un résultat. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on offre ici à Europa Experience. C'est vraiment, c'est très facile. On peut passer nous voir. C'est gratuit. On est ouvert tous les jours, lundi à samedi, inclus. Si on vient en groupe, on demande une réservation en ligne, mais ça, c'est très facile sur notre page web Europa Experience Paris. Et voilà. Et là, on peut choisir la module qu'on préfère. Une dernière petite chose qu'on offre aussi, c'est un jeudi par mois et un samedi par mois. On offre des mini-conférences, 1 heure pour comprendre l'Europe. Et ça, c'est plutôt analogue, c'est pas digital comme la plupart des autres choses qu'on fait ici. Là, c'est vraiment, on est dans le cinéma avec nos partenaires toute l'Europe qui fait une présentation très courte
Et après, on peut poser des questions sur l'Europe. Donc, les samedis, c'est vraiment 1 heure pour comprendre comment marche l'Union européenne, très basique, vraiment les bases, quelles sont les institutions, qui fait quoi, etc. Et les jeudis, c'est thématique. Donc, chaque mois, vous le voyez sur notre page web aussi, chaque mois, on a une thématique. On vient juste d'avoir un le jeudi dernier sur le commerce international. Il y aura plein d'autres sur l'élargissement, sur la digitalisation, etc. Donc, voilà, c'est ce qu'on offre pour le moment. Merci beaucoup d'être là et bonne conférence. Merci. Eh bien, un grand merci à Leila Volt d'abord de nous donner l'hospitalité et puis de nous montrer cette expérience de l'Europe, Europa Experience, qui est une des initiatives les plus récentes des parlementaires européens pour tenter à la fois de se rapprocher des citoyens là où ils sont, mais aussi, je pense, de les écouter. Les parlementaires européens, bien qu'élus au suffrage universel, ont conscience de la distance que crée leur statut de fait et aussi la complexité des sujets dont ils traitent. Et donc, ils ont besoin d'avoir de multiples tests, de multiples lieux où cette interférence avec les citoyens peut se produire. Une autre initiative, mais prise depuis beaucoup plus longtemps, cette fois par la Commission européenne, c'est l'Eurobaromètre. Au début des années 70, quelques fonctionnaires européens avaient bien conscience de ce que la Commission de l'époque pouvait déjà complètement s'éloigner ou être absente de la réalité du terrain. Et pour mesurer cette distance possible, on lançait ce qui à l'époque devait devenir l'un des plus grands, le plus large, le plus étendu des processus de sondage d'opinion, puisque couvrant, à l'époque c'était 5 pays, maintenant c'est 6 pays, pardon, et maintenant c'est près d'une trentaine, puisque ça couvre tous ceux de l'Union et quelques autres. Et donc il s'agissait d'une expérience très scientifique, c'était du Gallup, mais pour l'opinion publique européenne, avec une volonté de saisir le pouls de cette opinion publique au regard de cette communauté économique européenne de l'époque, qui à beaucoup d'égards pouvait être ressentie comme étrangère à la réalité de la vie de la citoyenne. Alors aujourd'hui, justement, dans cette conférence du milieu du jour, on aimerait se pencher sur une rétrospective de 40 années, puisqu'on a une série longue qui mesure l'évolution de l'opinion des citoyens européens au regard de l'Union européenne et de ses institutions. Et nul n'était aussi bien placé que Daniel de Bomy, que vous voyez maintenant sur votre écran. Daniel de Bomy, que nous connaissons depuis longtemps, parce qu'il est un éminent membre de l'Institut Jacques Delors, on a la chance de se voir là, mais aussi parce que nous nous sommes connus à Bruxelles au début des années Delors, donc vers 1985, et où nous l'avions spécialement sollicité pour mieux comprendre quelles étaient les opinions des citoyens européens. À l'époque, nous étions 10 États, n'étaient plus 6, mais 10. Donc, rapidement 12. Oui, rapidement 12, absolument, puisque, d'accord, c'est des souvenirs dans sac à bâton que nous partageons, mais comme les initiatives de Laurienne étaient quand même assez percutantes, hein, le marché intérieur, l'horizon 92, l'acte unique, enfin, il se passait quelque chose, l'Europe s'est remise à bouger, et il nous était important de comprendre si ce mouvement était bien, mal perçu, s'il était perçu. Et donc, on a fait appel à Daniel, qui déjà à l'époque dirigeait l'Institut Optem, qu'il a fondé. Allez, cette année-là. Ouais, voilà, peut-être à cause de nous. Étant lui-même un ancien de la COFREMCA, pour ceux qui connaissent les années 70, 60 en France, ils se souviennent que la COFREMCA était un baromètre de la sensibilité de la société française à diverses évolutions politiques et culturelles. Bien, il a créé, donc il est devenu le créateur de Optem, et une des spécialités d'Optem depuis donc plusieurs décennies, c'est de répondre aux sollicitations du Parlement d'ailleurs, pas que et de la Commission, principalement de la Commission, et d'un certain nombre d'acteurs publics et privés pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête des citoyens
y compris bien entendu la majorité d'entre eux qui ne sont pas informés des politiques européennes ni des institutions européennes. Et alors, il a récemment produit un article qui a été publié par l'Institut Jacques Delors, dans lequel il donne une rétrospective de la variation de cette sensibilité des citoyens et comment cette variation peut être éventuellement commentée par les grands événements, pas seulement européens, qui ont structuré notre passé d'une quarantaine d'années. L'Institut Jacques Delors, auquel il appartient, auquel j'ai la chance également d'appartenir, c'est ce que Jacques Delors a fondé lorsque s'étant retiré en 1995 de la vie publique nationale, comme chacun s'en souvient peut-être. Il s'est dit, mais je ne peux pas quand même me désintéresser de l'œuvre européenne et je souhaite que cette œuvre, qui va se poursuivre de la manière en toute liberté, en fait, mette l'accent sur une chose, notre Europe. Le déficit de la construction européenne, il le savait à l'époque, c'est que c'était l'Europe de quelques experts. Comment peut-elle devenir notre Europe? Donc, c'était un peu l'obsession de Jacques Delors, notre Europe. Et notre Europe, on va en reparler. Est-ce que l'Union européenne, est-ce que c'est vraiment notre Europe? Comment les Européens perçoivent-ils l'évolution des institutions de l'européenne depuis 40 ans. Donc, Daniel, c'est à toi. Oui. Une précision peut-être sur les méthodes et les techniques d'études. Il y a, bien entendu, tout le monde sait ce que c'est, les enquêtes par sondage, et une partie de mon propos va être de commenter les évolutions des résultats des différentes enquêtes Eurobaromètre, principalement de la Commission, un peu du Parlement aussi, depuis 40 ans. Pas 50 ans, comme l'indique le titre initial du document qui est parti. Voilà. Alors, pourquoi 40 ans? Parce que ça correspond à l'arrivée de Jacques Delors à la tête de la Commission, et en vieux grognard du delorisme, je dirais que l'histoire de l'humanité commence là. Bon, on va te contredire, mais c'est quand même un peu exagéré. Sans doute, sans doute. Et puis, c'est l'époque où j'ai créé ma propre petite société, qui était une société principalement d'études de marché, de marketing, mais qui peu à peu a dérivé de plus en plus vers des études de nature sociopolitique, disons, pour les institutions communautaires principalement, et aussi pour des entreprises parfois qui souhaitaient ajuster leur politique à l'évolution des politiques communautaires. Bon, au total, j'ai dû faire 150 études sur ces sujets en 35 ans, quoi. Bien. Daniel, et malheureusement que je t'interromps parce que j'ai oublié des réponses pour ceux qui nous suivent en visio, c'est qu'ils vont poser des questions à l'issue de ta présentation qui va durer environ une demi-heure, comme d'ailleurs les personnalités qui nous font l'honneur d'être présentes dans la salle, mais les personnes qui sont dans la salle vont pouvoir poser immédiatement des questions, tandis que pour ceux qui nous suivent en ligne, il faudra qu'ils flashent un QR code qui n'apparaîtra qu'à la fin de ton exposé. Donc, qui commencent à rédiger dans leur tête les questions, mais ne pourront le faire concrètement qu'une fois qu'on aura flashé ce QR code, lorsque tu auras fini ta première intervention. D'accord. Excuse-moi. Je t'en prie. Alors, à la Cofremca, ma première société dans laquelle j'ai travaillé, j'ai fait surtout des études qualitatives. C'est l'autre volet des techniques d'enquête qu'on a. Vous en connaissez le principe vraisemblablement. Il ne s'agit pas là d'échantillons nombreux représentatifs de la population. On n'a pas des résultats chiffrés qui en découlent, mais on essaie de pénétrer de façon un petit peu plus profonde dans la tête et le cœur des gens qu'on va interviewer, avec des enquêteurs qui sont un peu psychologues, des interviews qui ne posent pas des questions, mais invitent les interviewés à s'exprimer avec leurs propres mots, leur propre logique ou leur propre illogique à nos yeux, éventuellement. Et c'est le seul moyen de savoir vraiment comment ils réfléchissent sur le sujet. Les deux combinés apportent un enrichissement, bien sûr. Alors, je vais commencer par passer en revue rapidement l'évolution de deux indicateurs clés qui ont été mesurés par les institutions communautaires depuis plus de 40 ans.
Bon, je prends les 40 dernières années, comme j'ai dit, je commence en 85. Hein. Alors, ces indicateurs sont, et ce sont les seuls dont on dispose, qui ont été mesurés depuis une telle durée. Le premier indicateur, c'est est-ce que vous considérez que l'appartenance de votre pays à l'Union européenne est une bonne chose, une mauvaise chose, ou une chose ni bonne ni mauvaise. C'est ce que vous voyez sur le graphique de gauche. Le deuxième indicateur dérive d'une question qui est est-ce que notre pays, votre pays, a bénéficié ou non de son appartenance à l'Union européenne. À l'Union, je dis l'Union, évidemment, dans les premières années, c'était à la communauté. Bon, alors, deux commentaires méthodologiques rapides. Les résultats ne sont... Les évolutions des deux indicateurs vont généralement à peu près dans le même sens, mais elles ne sont pas identiques pour deux raisons. Une raison principale, c'est que vous avez, pour la première question, 3 possibilités de réponse, positif, négatif ou neutre, et 2 seulement pour la seconde. Et la deuxième raison, c'est que qui peut faire que ça n'évolue pas toujours exactement dans le même sens, c'est que la première question est formulée au présent. Est-ce que vous considérez que l'appartenance du pays à l'Union est une bonne chose, une mauvaise chose, alors que la deuxième est formulée dans un passé qui s'étend jusqu'à nos jours. Est-ce que notre pays a bénéficié de... Voilà, première remarque. Bon, les enquêtes Eurobaromètre sur lesquelles ces graphiques sont basés sont menées 2 fois par an, au printemps et à l'automne de chaque année. Donc, les résultats que j'ai réussi à faire synthétiser avec ces graphiques, il y aura 6 graphiques correspondant à 6 périodes successives, proviennent d'un réexamen d'à peu près 84 vagues d'enquête Eurobaromètre. Voici les résultats complets d'une des vagues. En gros, j'ai passé en revue rapidement entre 15 000 et 20 000 pourcentages. Je ne vais pas tous vous les assonner, disons qu'une petite moitié sera suffisante. Alors, première période. Alors, si, une dernière remarque méthodologique. Les graphiques vont courir jusqu'à 2025. Hein, et on peut se demander quelle est la validité de courbe, de la continuité de courbe, alors que les résultats ne portent pas sur le même nombre de pays. C'est 12 au départ, 27 à l'arrivée, 28 à un moment, 27 à l'arrivée. Bon, on a bien regardé ce qui se passait à chaque élargissement ou désélargissement pour ce qui concerne le départ du Royaume-Uni. Et en fait, on a pu établir que la différence qu'il peut y avoir entre 12 pays, les résultats sur 12 pays et les résultats sur 15 pays un peu plus tard, sont extrêmement minimes. Hein. Bon, c'est assez simple à comprendre. Prenons un exemple, l'entrée de la Finlande, de la Suède et de l'Autriche à un moment. Ça fait à peu près 20 millions d'habitants. Sur 400 millions, hein, 5%. 5%. Imaginez que ces gens-là soient beaucoup plus positifs de 10 points de pourcentage, par exemple, ça ne pèse que pour 0,5 points. Et on a pu vérifier à chaque fois que l'écart entre les deux chiffres était minime. Et donc, on peut, de façon raisonnable, suivre les évolutions avec ces graphiques. Le seul événement qui a donné lieu à un écart plus grand, c'est le départ du Royaume-Uni. Parce que le Royaume-Uni, 1, pesait lourd, et 2, était presque systématiquement parmi les plus euro-grincheux. Donc les deux facteurs faisaient que, là, on peut estimer que quand le Royaume-Uni est parti, il y a eu un saut de 2 points, 1,5 point à 2 points vers le haut, qui ne se serait pas produit s'il était resté. Bon, tout cela ne nuit pas au mouvement général qu'on relève là-dessus. Première période, de 1985 au printemps de 91. Bon, vous voyez sur les deux graphiques une montée assez claire des attitudes positives à l'égard de l'Union
pour les deux indicateurs. Bon, on m'a posé une question tout à l'heure, mais pourquoi est-ce qu'en 88, là, d'un seul coup, il y a une baisse de 2 points? Je ne peux pas répondre à cette question pour chaque fois. Disons qu'il y a une sinusoïde ascendante ou descendante, il peut y avoir des points qui vont vers le haut, vers le bas. Je suis totalement incapable de retrouver quel événement en 88 a pu causer une baisse de 2 points. Je vous invite à me concéder cette faveur. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Delors a exposé son plan de relance de l'Europe. Et que ça a séduit, ça a attiré, ça a intéressé un nombre croissant à mesure que le plan devenait plus connu. Alors ça a commencé sans doute en France, Jacques Delors étant français, mais peu à peu, dans l'ensemble des pays membres de l'époque, l'idée s'est faite que, je ne dis pas que c'était totalement conscient, je ne dis pas que c'était chez 100% des citoyens, mais il y avait quand même un mouvement général qui était de se dire « Ah ben tiens, ça a l'air de bouger dans le bon sens ». Bon. Et ça a duré pendant 6 ans, jusqu'en 91. Ensuite, deuxième période. 91, c'est la veille du... Alors, c'est la veille du traité de Maastricht, dont on sait, dont on se souvient à quel point elle a été difficile, son adoption dans certains pays, et à quel point il y a eu des controverses à ce sujet. Bon. En France, c'est passé à 51-49% au référendum qui a été organisé. Ah. Ça ne marche plus. Ah bon? Ça a marché tout à l'heure? Oui. Je connais pas Ah. Comment ça marche? Comment ça marche? Normalement, ça a marché tout à l'heure. À moins que. Oui, et je pense que c'est de votre. C'est peut-être toi qui dois le faire bouger, non? J'essaie de le faire. Ouais. Bon, on est dans le suspense, hein. On attend ce qui va se passer en 1992. Bon. Alors, comme j'ai marqué. Voilà, merci. Bravo. Pas trop vite. Alors, ensuite, nous avons une période d'une dizaine d'années, de 91 à 2001, dans laquelle on voit au contraire les deux indicateurs évoluer vers le bas. Alors, que s'est-il passé? Il y a eu ces controverses autour du traité de Maastricht qui ont duré au-delà de l'adoption du traité. Qu'est-ce qui s'est passé par ailleurs? Il s'est passé un ralentissement économique par rapport à la période précédente. Et puis, le projet de monnaie unique, de l'euro, qui a commencé à germer à ce moment-là, mais qui a entraîné pas mal de controverses dans un certain nombre de pays. On se souvient des attitudes de nos amis allemands, par exemple, qui avaient très peur de la monnaie du club méditerranéen, comme ils l'appelaient. Et puis, autre événement qui a dû peser aussi dans la baisse de morale des Européens, c'est l'implosion de la Yougoslavie. D'un seul coup, on se rend compte que la guerre qu'on croyait appartenir définitivement au passé se ranimait à nos portes. Bon. Donc, un certain nombre d'événements qui ont fait que le moral des troupes vis-à-vis de l'Union européenne est parti vers le bas. Troisième période, est-ce qu'on va réussir à la voir? De 2001 à 2007. Là, Voilà. Non, là on est toujours jusqu'en 80. Non, là vous êtes allé trop en avant. Vas-y. Voilà, 2001-2007, on retrouve une certaine progression inégale, elle n'est pas linéaire complètement, mais quand même une progression, alors qui est due à quoi? Qui est due à une amélioration économique sensible, on a pu le vérifier à ce moment-là, un élargissement qui s'est pas mal passé à de nouveaux pays, les 12 nouveaux pays, et en négatif, on a eu l'échec du projet de constitution, mais il ne semble pas avoir pesé lourdement dans l'esprit des citoyens, d'autant qu'il a été rattrapé par
à la fin, l'extrême fin de la période, par la conclusion du traité de Lisbonne, qui a repris l'essentiel des dispositions du projet de constitution. Oui, Lisbonne, c'est 2007. Fin 2020, C'est oui. ça. Et c'est quand même une période pour les Français assez chahutée, puisqu'il y a eu 2005, le non français au référendum, et la reprise de ce projet adopté par voie parlementaire avec Nicolas Sarkozy à partir de 2007. Donc, on aurait pu penser, moi je suis un petit peu étonné, qu'il y aurait quand même Attention, oui. La France n'est pas toute l'Europe. D'accord. Ça ne sont pas des contrairement à ce que bon nombre de nos responsables suprêmes ont tendance à penser. Bon. Oui, donc. Et puis, j'ajoute aussi un point intéressant, c'est que beaucoup, pas seulement en France, n'avaient pas une vue très positive de l'élargissement. C'est vrai. Surtout un grand élargissement avec 2004 déjà un assez gros paquet, ça se 10 pays en 2004, absolument. Plus 2 en Donc, 2007. ça c'était très poussé Bon. par l'Allemagne, mais il y avait pas tout le monde n'était pas enchanté, notamment les Français. C'est vrai. Alors la France, comme tu l'as bien dit, n'est pas toute l'Europe, mais ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas d'impact négatif sur la moyenne des opinions publiques de cet élargissement, peut-être même au contraire. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, et sur des études qualitatives qu'on a pu faire qui l'ont montré, c'est que parmi les États membres de l'époque qui étaient le plus favorables à l'élargissement, on trouvait les Espagnols et les Portugais, dont on aurait pu penser le contraire. On aurait pu penser qu'ils se disent, eh bien, les fonds structurels qui sont principalement à notre bénéfice aujourd'hui vont aller en grande partie ailleurs. Ils en avaient conscience, mais en bons citoyens européens, ils se disaient, nous avons bénéficié, maintenant c'est leur tour. Avec sans doute aussi les réminiscences d'un passé de soumission à des dictatures, dont l'adhésion à la communauté, à l'Union européenne, les sortait pour toujours. Mais alors, je peux t'interrompre, à partir de 2004, les courbes incorporent les 10 nouveaux pays, dont la Pologne. Ce n'est pas un petit choc de population. Oui. Alors, donc peut-être que là, ça joue un petit peu dans la tendance positive. Alors, au début, non. La Pologne, les Polonais, au début, étaient, si vous me permettez l'expression, morts de trouille. Hein, morts de trouille. Et à peu près persuadés que si on les acceptait dans l'Union, ils se demandaient, mais pourquoi est-ce qu'ils veulent de nous, hein? Si on les acceptait dans l'Union, c'était pour percevoir leurs cotisations à l'ensemble. Hein. Bon, ça n'a pas... C'est vrai. Et j'ai le souvenir d'un moment là où on avait fait une enquête qui incluait la Pologne, bien sûr, et où les Polonais disaient, les citoyens qu'on interviewait dans des études qualitatives, disaient qu'ils craignaient d'être perçus par les autres, par nous autres, comme des ivrognes sales, attardés. Hein. Bon, c'est pas nous qui le disions, c'est eux qui craignaient d'être perçus comme ça. Et je me souviens que les résultats de cette enquête avaient été livrés par votre serviteur à la commission au mois de juillet de l'année concernée. Les fonctionnaires responsables de la commission partaient tous en vacances. Comment dire, mais c'est donc, j'ai reçu, moi, des dizaines de lettres d'injures venant de la part de Polonais. Disaient, mais c'est pas vrai, nous ne sommes pas des ivrognes invétérés, nous sommes propres, nous sommes comme vous. Ça n'a pas duré, parce qu'effectivement, rapidement, les Polonais ont pris conscience du fait que c'était une bonne chose pour eux que d'être membres de l'Union. Mmh. Alors, puis, il y a aussi l'euro qui se met en place à partir de 2003. Et l'euro se met en place et finalement, facilement, contrairement aux craintes qui pouvaient exister dans tel ou tel pays. Alors, période suivante, de 2007 à 2011. Bon, je vais accélérer.
On y est. C'est bon. Bon, Oui. là, à nouveau, les indicateurs baissent et c'est compréhensible. Hein. On est en pleine crise économique et financière des subprimes, pour parler en bon français. Voilà. Donc, pas de surprise, je ne commenterai pas ça davantage. Et on va passer aux dernières. C'est bon. Aux dernières. Non, c'est pas bon, pardon. Au dernier graphique. À partir de 2011 jusqu'en 2018, vous voyez une croissance nette et régulière des deux indicateurs. Et dans la période suivante, qu'on va passer tout de suite, s'il vous plaît, on voit. Le Brexit, on ne le voit pas dedans, le Brexit. Ça n'a pas pesé. Pas beaucoup. Non. Si, le Brexit a pesé en positif, comme je le disais tout à l'heure, pour des raisons purement matérielles. Hein. Donc ça a pris 2 points. Mais vous voyez que l'augmentation qu'on a connue entre 2011 et 2018 est très, très largement supérieure aux 2 points en question. Bon. Et puis, donc, 2018 à 2025, donc jusqu'au printemps de 2025, dernière vague d'enquête qui était mesurée là-dedans, vous voyez une consolidation de l'indicateur d'appartenance. En gros, il reste au même niveau, mais une légère montée encore de l'indicateur de bénéfice. Bon. Les chiffres, vous les voyez, hein. L'indicateur d'appartenance, c'est une bonne chose du côté de 60%, un petit peu au-dessus. C'est une mauvaise chose entre 10 et 15%. Bon. Et l'option intermédiaire, bien sûr. Donc, les gens ont conscience que même s'ils grognent, même s'ils sont mécontents de tel ou tel aspect, très majoritairement, ils considèrent bien que appartenir à l'Union, c'est une chose positive. Et pour ce qui est du bénéfice de l'appartenance, c'est encore plus spectaculaire puisqu'on se situe aux alentours de 70% de sentiments positifs à cet égard. Bon, voilà pour les indications générales. Maintenant, Mais attends, excuse-moi. 2025, c'est avant ou après les Eagle, enfin les discussions commerciales en Écosse? C'est avant, mais je ferai un commentaire là-dessus tout à l'heure. Mais c'est après les premières rodomontades de M. Donald Trump. Hein. Alors, appartenance du pays à l'Union. J'ai pris ici un certain nombre de pays, les plus grands pays de l'Union, pour voir comment ça avait évolué dans chacun d'entre eux. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais vous voyez que, bon, pour l'Union, globalement, on a un petit peu augmenté le score entre le tout début et la fin. Pour ce qui est du bénéfice de l'appartenance, vous voyez une montée extraordinaire du score moyen, de 50 à plus de 70% de positif. Maintenant, regardons les différents pays. Pour la France, on était appartenance 68% au départ, on finit à 53%. Hein? Allemagne, on était à 54, elle était donc beaucoup moins pro-Union que nous à l'époque, enfin les citoyens, et elle finit à 67. Donc les deux courbes France-Allemagne se sont croisées. Vous voyez l'Italie qui, elle, est partie d'un grand enthousiasme pro-européen hein, et qui finit à 45%, c'est-à-dire très bas. Au contraire de l'Espagne, qui a connu des fluctuations, mais on est passé de quelque chose comme 60 à quelque chose comme 70 pour redescendre à quelque chose comme 60. Mais on n'a pas replongé en Espagne dans le trou. Pologne, vous voyez une montée aussi, même si c'est irrégulier. Et au contraire, en Roumanie, vous voyez une chute très nette. J'ai le souvenir des premières études qu'on a faites qui incluaient la Roumanie. Bon, pour les Roumains, quand ils regardaient le ciel, je suis désolé, je sais que vous êtes l'institution d'obédience chrétienne, mais ce qu'ils voyaient, c'était pas le ciel chrétien, c'était les 12 étoiles sur fond bleu. Hein. Vraiment. Avec une certitude que ça ne pouvait être que pour le bien du pays, que ça serait dur, que le pays était désorganisé, qu'on ne saurait pas très bien faire, mais on y arriverait.
et l'idée aussi de rejoindre la famille européenne à laquelle on avait toujours appartenu depuis l'empereur Trajan. Bon, un petit peu de mythe et de rêve là-dessus, mais c'était vrai. Bon, bénéfice de l'appartenance, vous voyez que là, dans tous les pays, il y a une conscience une montée de la conscience du fait que c'est une bonne chose. Donc, on n'est pas forcément très heureux d'appartenir à l'Union européenne, mais il est devenu très, très difficile de dire ça n'a pas apporté quelque chose de positif au pays. L'Italie est une exception peut-être. Alors, l'Italie, oui, l'Italie fait exception, mais vous voyez en Italie une remontée récente, hein. Et souvenez-vous, au cours de l'année écoulée, la satisfaction immense de Madame Meloni, hein, de nous faire savoir à nous Français que l'Italie avait non pas un déficit, mais un surplus du commerce extérieur. Bon, voilà pour ces quelques considérations. Il faut que j'accélère, je vois. Oui, oui, absolument. Bon, alors, ce ne sont pas les seuls indicateurs, mais ils ont l'immense mérite d'être disponibles depuis 40 ans, avec des mesures faites de la même manière systématiquement dans tous les pays. Alors, on peut jeter un coup d'œil sur quelques autres évolutions dans d'autres pays qui ne sont pas ceux-là. Bon, il y a d'autres contrastes. J'ai pris Portugal, Irlande et Grèce. Non, il n'y a pas de graphique. Bon, tous ces trois pays ont été très fortement affectés par la crise de 2007-2008. Bon, mais depuis lors, ils ont évolué très, très différemment. Les Grecs sont restés très, très maussades, alors que les Portugais et les Irlandais se sont relevés très, très rapidement et sont aujourd'hui parmi les plus ardents soutiens de l'adhésion à l'Union. Bon. Parmi les autres pays, j'ai cité donc la Pologne et la Roumanie. La Pologne de plus en plus positive, la Roumanie qui le devient moins. On peut aussi noter par exemple que les Slovènes, qui étaient plutôt positifs au départ, en se disant bon, tout ça va se passer très bien. Les Italiens, on a l'habitude de les fréquenter depuis la nuit des temps. Les autres Slaves, on les connaît. Les Autrichiens, on les a eus sur le dos pendant si longtemps. On va se débrouiller, vous inquiétez pas. Les Slovènes sont maintenant beaucoup moins enthousiastes qu'au départ. Donc, on pourrait regarder très précisément. Vous aurez à la fin de cet exposé l'indication du site, enfin du lien sur lequel vous pourrez trouver mon document complet tel qu'il a été publié par l'Institut Jacques Delors au mois de novembre. Bien, alors, je disais, ce ne sont pas les seuls indicateurs, il y en a d'autres qu'on peut mesurer surtout depuis 2011. Ils n'étaient pas disponibles avant. Pour certains d'entre eux, seulement depuis 2018. Mais l'intérêt, c'est de regarder l'évolution depuis 2011, depuis la fin de la crise. Bon. Par exemple, quel est leur sentiment sur la situation économique de l'Union? Bon. C'est très partagé, 44% la jugent bonne, 48% mauvaise, mais c'est 14 points de mieux qu'en 2011. Ça n'est pas négligeable. Cela dit, on notait que les plus grands États membres, à l'exception de la Pologne, sont aussi parmi les plus sombres. Ça, c'est un peu inquiétant. Est-ce que les choses vont dans la bonne direction ou dans la mauvaise direction dans l'Union? On a 35% qui pensent que ça va dans la bonne direction, 52% dans la mauvaise direction, mais les appréciations sont encore plus négatives pour ce qui est de l'orientation de son propre pays. Il ne faut jamais oublier ça. Et pour ce qui est des États-Unis, là, c'est des chiffres catastrophiques. On estime que 17% des gens estiment que dans les États-Unis, ça va dans le bon sens seulement. C'est les États-Unis qui pensent ça? Non, c'est les Européens qui pensent ça. À propos des États-Unis. Ouais. Et on a eu une confirmation par une autre question sur l'image des États-Unis,
qui en 6 mois, depuis l'arrivée de l'excellent Donald Trump, sont passées de 44% positives à 29%. Et les images négatives passant de 47 à 67. Voilà. Et cela, c'était alors que M. Trump n'avait que commencé à exprimer ses vues. Bon, d'autres choses. Image de l'Union, 43% disent en avoir une image positive contre 18%. Et puis un maquis intermédiaire et de grandes différences selon les États membres, bien sûr. Quoi d'autre? Confiance dans l'Union, 52% oui, contre 41%, mais plus 11 points par rapport à 2011. Bon, indicateurs pour lesquels on voit également des progressions plus ou moins fortes, quelques points dans certains cas, davantage dans d'autres. Ainsi, pour l'optimisme ou le pessimisme pour l'avenir de l'Union, plus 4 points par rapport à 2011. D'autres questions sont intéressantes sur l'attachement à l'Union et le fait de se sentir ou pas citoyen de l'Union. 63% aujourd'hui, enfin au printemps dernier, se disent attachés à l'Union contre 36%. Plus 7% par rapport... en 2011. Non, ça c'est aujourd'hui. D'accord, mais tu peux aujourd'hui, pas... ça n'a pas été mesuré en 2011, ça a été mesuré en 2018 et on a plus 7 points par rapport à 2018. Donc un sentiment d'appartenance qui croît. L'idée que dans l'Union européenne, les gens ont beaucoup de choses en commun est partagée en moyenne par 64% contre 33%. C'est tout à fait intéressant. Est-ce que les intérêts de mon pays sont bien pris en compte dans l'Union? 62% oui, 34% non. Progression considérable. C'était 39% en 2011, on est passé à 62%. Bon, je ne vais pas insister là-dessus. Il y a d'autres questions encore qui vont dans le même sens, montrant que depuis au moins la fin de la crise économique et financière, les choses, dans l'esprit des citoyens européens, se sont très nettement améliorées. Bon. On a des questions, vous les trouverez dans le document quand vous le lirez si ça vous intéresse, sur les attitudes à l'égard des politiques européennes, où on voit que dans le principe tout au moins, ces politiques sont pour la plupart objets d'une adhésion très forte, qui va de 65 à 80%. Bien. Ces propos reposent sur les résultats d'enquête qui remontent au printemps 2025. Tout récemment, la Commission a rendu public des résultats de son Eurobaromètre d'automne, dont je n'ai pas eu le temps de reporter les résultats ici, mais dont on pouvait penser, dont on pouvait craindre que ça marque une rechute. Une rechute, notamment du fait que ce qui a été perçu de la part de Madame von der Leyen comme se coucher devant les diktats et les oukases de M. Trump, on aurait pu penser que ça allait affecter très fortement les attitudes. Le Grand Continent, vous connaissez peut-être cette revue, avait fait procéder à une enquête après la réunion au terrain de golf écossais qui montrait que les citoyens européens étaient furieux et se sentaient humiliés. Très fortement en France et en Espagne, fortement, ça a été dans 6 pays je crois, fortement en Italie, moins, mais quand même réellement en Pologne, qui est resté le plus états-unien fil des pays européens sans doute. Bon. Mais quand on regarde les résultats de l'enquête d'automne de la Commission, on constate que j'ai pris une vingtaine d'indicateurs de toute nature là, certains sont stables, marquent un recul de 2, 3 ou 4 points. Certains marquent au contraire une progression d'1 point ou 2.
hein. Donc il y a un très léger tassement, mais pas la plongée dans un gouffre qu'on aurait pu craindre. Reste à voir la suite, bien sûr. Est-ce que nos dirigeants auront l'intelligence et le courage de faire comme M. Carney, le Premier ministre du Canada, c'est-à-dire À Davos. À Davos, oui, il y a 2 jours. Hein. Ou bien est-ce que nous allons rester, si vous permettez une expression très vulgaire, les couilles molles que nous avons été jusqu'ici face aux États-Unis? Bon, voilà. Alors, ça, c'est l'Europe dans son ensemble. Maintenant, la France. La France, sur tous ses indicateurs, est complètement à la traîne. Hein. Complètement à la traîne. La situation du pays, comment ça va? Nous sommes le plus bas, même pire que la Grèce. Est-ce que, comment va la situation économique dans le pays? C'est 14% des Français pensent que la situation économique est bonne et 81% qu'elle est mauvaise. Nous sommes les derniers, pire que les Grecs encore. Situation économique de l'Europe, elle est jugée un peu meilleure que la situation économique française, mais nous sommes quand même, nous Français, ceux qui ont la vision la plus sombre. C'est toujours le paramètre de l'automne 2025. De l'automne 2025, oui, le tout. Bon, confiance dans l'Union européenne, nous sommes ceux qui ont le moins confiance. 27% oui, 81% non. Nous sommes pires que les Grecs et les Chypriotes, qui pourtant excellent en la matière. Mais Depuis longtemps. Depuis longtemps, oui. Mais n'oublions pas que par rapport à ça, la confiance dans notre gouvernement est encore bien pire. Nous sommes aussi ceux qui ont la vision la plus sombre. 9% des Français déclarent une confiance dans leur gouvernement contre 86%. Bon. Je pourrais continuer là-dessus pendant longtemps, j'en ai 3 pages. Je ne vais pas vous assurer ça parce que le temps passe. Mais retenez que tous ces indicateurs pour la France font des Français les plus pessimistes ou parmi les plus pessimistes. À quoi c'est dû? C'est la question que tu m'as posée au téléphone il y a 36 heures. Peut-être que notre auditoire aura d'autres questions, mais bien sûr. Celle-là, je pense qu'on enfin, pose. Bon, je vais remonter loin dans le passé, à une époque que j'ai connue tout jeune homme, qui était celle du général de Gaulle. Bon, le général de Gaulle, outre ses immenses mérites, en avait un qui était d'être magicien et de faire croire aux Français que la France était encore une grande puissance. Bon, et peu à peu, cette certitude qui était ancrée chez nous, hein, qui était encore bien ancrée en 85, quand j'ai commencé à regarder ces résultats, eh bien, ça s'est dilué quelque peu, n'est-ce pas, pour arriver à la situation actuelle où nous sommes plongés dans un pessimisme noir. Alors, donc il devait y avoir un déclin par rapport à l'idéal mythique que nous avions il y a 60 ans. Et puis, quoi d'autre? Les Français ne sont pas complètement idiots. Ils voient bien que la situation économique du pays n'est pas bonne, hein, que nous plongeons dans des déficits dont nous n'arrivons pas à sortir. Alors, on peut évoquer les différentes crises qui ont contribué à ce déficit, certes, mais quand on regarde comment les autres pays se sont sortis de la crise économique beaucoup mieux que nous, se sont sortis de la crise de la Covid beaucoup mieux que nous, quelque chose de pourri dans le royaume de Gaulle. Bon. Hein, par ailleurs, les gens voient bien que le système éducatif part à volo, que le système de santé se dégrade, que les services publics se dégradent, et que pourtant, ce n'est pas parce qu'on ne met pas d'argent dans le budget, puisqu'on en met de plus en plus. Donc, il y a quelque part un gros problème dont les gens ont conscience. Bon, j'ajouterai à ça, mais je serai sans doute en désaccord avec certains d'entre nous, que personnellement, je n'ai pas le sentiment que la qualité du personnel politique français depuis quelque temps soit vraiment idéale. Bon. Alors, on pourra revenir sur ces questions. Est-ce que c'est ta conclusion? Non, ce n'est pas ma conclusion parce que... non, je voulais ajouter aussi quelques propos sur
les questions de aide à l'Ukraine, Oui, défense, sentiment de la menace. Hein. Bon, et là, je vais prendre les tout derniers résultats, si vous voulez. toujours Ils sont- l'Eurobaromètre. Le dernier 2025, Eurobaromètre, oui. oui. Pourquoi prendre l'avant-dernier, puisque là, j'ai le dernier. Bon. Le sentiment de la menace. Est-ce que l'invasion de l'Ukraine par la Russie constitue une menace pour la sécurité de l'Union européenne? 77% oui, c'est une menace contre 20%. Est-ce que c'est une menace pour la sécurité de notre pays? Quelques points en moins, 73 contre 24. Pourquoi quelques points en moins? Sans doute parce que certains pays se jugent non directement menacés par M. Poutine. Je pense que les Maltais en ont moins conscience que les Estoniens, par exemple. Hein. Bon, c'est assez clair. Alors, est-ce qu'on est satisfait de la réponse de son gouvernement à l'invasion de l'Ukraine? Oui, à 51 contre 45, donc c'est quand même contrasté. Est-ce qu'on est satisfait de la réponse de l'Union européenne? Score un petit peu meilleur. Est-ce qu'on est favorable à des sanctions économiques vis-à-vis des Russes? Oui, à 73% contre 22. Hein, c'est net. Est-ce qu'on est favorable à l'accueil des personnes touchées par la guerre? À 81%, oui. C'était plus facile à dire. Est-ce qu'on est favorable à une aide financière et humanitaire à l'Ukraine? Oui, à 77%. Est-ce qu'on est favorable à la livraison, à la fourniture, à la livraison d'équipements militaires à l'Ukraine? Le score est moins élevé, mais il est quand même tout à fait net. 57% oui, contre 39. Il y a des réticences dans un certain nombre de pays. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais par exemple, en Bulgarie, alors, la raison en est vraisemblablement une très grande proximité historique et culturelle des Bulgares avec les Russes. Hein. Ce qui ne veut pas dire pour autant une très grande proximité avec le camarade Vladimir Vladimirovitch. Ça, c'est autre chose. Bon, mais on trouve aussi la Grèce et Chypre qui sont parmi les moins favorables à l'aide à l'Ukraine. Et là, on peut voir une communauté orthodoxe qui joue un rôle, même si bien sûr la Grèce et Chypre n'ont jamais fait partie du bloc soviétique. Bon, on pourrait disserter longuement là-dessus. Alors, chose intéressante, on parlait de la France et qui est dans les 36e dessous, mais sur ces questions de sentiment de la menace russe et d'attitude vis-à-vis de l'aide à l'Ukraine, on voit que les Français sont pratiquement proches de la moyenne européenne. Et puis pour finir, est-ce qu'on est favorable à une coopération en matière de défense au sein de l'Union européenne? Oui, à 80%, et les Français à 81%. Est-ce qu'on est favorable à ce que les budgets de défense augmentent au sein de l'Union? Oui, à 65%, et en France, à 60%. Vraisemblablement parce qu'on pense qu'on a des efforts budgétaires qu'on fait déjà de notre côté pour les affaires de défense. Est-ce qu'on est favorable à une coordination plus grande de l'approvisionnement en équipement militaire? Oui, à 79%, dans l'Union en général, comme en France. Bon, voilà ces quelques résultats. On pourrait évidemment aller beaucoup plus loin et je pourrais vous embêter pendant des heures. Je n'ai pas cette ambition. Bien, Daniel, tu ne nous as pas du tout embêtés. Ah, pardon. Donc, c'est le moment pour ceux qui nous écoutent de flasher le QR code et en le flashant, ils auront accès à la possibilité de poser des questions en direct à Daniel de Bomy, questions qui vont être lues au fur et à mesure, mais comme elles ne seront pas disponibles tout de suite, je vais prioritairement donner la parole à la salle. Comment réagissez-vous, pour ceux qui sont présents avec moi à Europa Experience, aux différents aspects de cet exposé très riche, qui nous a montré aussi à la fois une forme d'unification du sentiment d'appartenance et des bénéfices de cette appartenance,
qui semble se stabiliser au cours des années 2011 et les suivantes, mais aussi une grande diversité des sensibilités, y compris lorsque, Daniel, tu as souligné la situation française. Donc, finalement, souhaitez-vous continuer d'approfondir avec Daniel de Bomy ce qui vient de nous être dit sur ce kaléidoscope des opinions publiques et cette affection quand même qui semble s'enraciner, pour ceux qui veulent être positifs, à l'égard de l'Union et de ses institutions. Pardon, j'en reprends. Vas-y, je t'en prie. Daniel. Une autre donnée, c'est pas seulement une affection et un sentiment de communauté au sens interpersonnel du terme, hein, mais aussi très clairement la conscience du fait que c'est absolument indispensable pour nous d'être membre de l'Union européenne. Qu'est-ce qui fait de dire ça? Ça me fait deux autres questions qui sont notre pays a plus de poids et d'influence au niveau mondial que s'il était en dehors de l'Union, c'est 70% oui contre 27% non, et une majorité plus ou moins forte dans tous les États. Je crois que j'en ai un autre. Non, enfin. Il y a une autre question dans le même genre qui montre que les gens ont bien conscience du fait que nous ne pouvons pas faire sans l'Union européenne, même si de temps en temps on grogne. Voilà, enfin, donc tout ça, ce sont des signes d'une adhésion qui s'approfondit, sans être quand même enthousiaste. Non. Voilà, elle est raisonnablement pragmatique en quelque sorte. Ceux qui sont enthousiastes, c'est les Portugais, les Irlandais. Une question de la salle? Oui, Dominique Panier. Est-ce qu'il y a dans le cas de la France une explication de la relative divergence entre le sentiment d'appartenance comme une bonne chose, hein, y compris en 2025, je suppose. En tout cas, on a dans le tableau, on ne sait pas. Les bénéfices de l'appartenance. Il y a appartenance et bénéfices. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une relative divergence entre les deux indicateurs, donc bonne chose et bénéfice, hein, appartenir à une bonne chose, et la confiance qui est faible, mais est-ce qu'il y a les deux indicateurs, entre guillemets, historiques, qui ont... Oui, n'oubliez pas ce que j'ai dit au début. Hein. Le premier indicateur a 3 possibilités de réponse, dont c'est clair. Mais la question de Dominique Panier était un petit peu différente. Il voulait contraster les interrogations sur la confiance qui reste faible dans les institutions et l'appréciation relativement positive en ce qui concerne le bénéfice retiré de l'appartenance. Et l'appartenance. L'indicateur appartenance évolue moins favorablement que l'indicateur. Il est plus proche du chiffre sur la confiance. Oui. Mais il est plus haut. Il n'est pas à 27%. Bon, la confiance, effectivement, qui est basse. Est basse, mais elle est nettement supérieure à la confiance dans son propre gouvernement. Et ceci, maintenant, dans tous les pays de l'Union. Tout au moins, c'était vrai au printemps. Alors que, traditionnellement, la majorité des pays étaient dans ce cas, mais il y en avait quelques-uns qui exprimaient un sentiment différent, notamment les Scandinaves, qui avaient le sentiment que c'était mieux chez eux, sur le plan de la gouvernance. Merci. Guy Gallic. Oui, une question un peu difficile. La réponse sera plutôt difficile. Aïe. Mais la question est simple. La question est simple, mais la réponse sera très difficile. Je vais prendre le tableau bénéfice, je vois très mal, donc de l'appartenance. Oui. Si je prends l'UE, on passe de 50 à 74, 75. Alors je me pose des questions. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir 100%? Je ne sais pas, faire intervenir le KGB à l'encontre de tous ceux qui disent non. Par exemple. On ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'on peut expliquer, il y a pas eu de qualitatif qui a été fait pour pouvoir expliquer les 25% qui manquent? Il y a... Bon, les 25% en question, ils sont plutôt chez les partisans des partis extrêmes. Hein. Voilà. Vous n'avez pas... ça ne vous a pas échappé. Bon, alors qu'est-ce qui se passe?
Bon, on voit les évolutions, par exemple, de Madame Le Pen quand même, hein, qui il y a une dizaine d'années voulait sortir de l'Union, voulait faire un Frexit. Bon, elle a mis beaucoup d'eau dans son vin. Mais il y a quand même cette frustration, hein, l'idée que on n'est plus maître chez nous, on nous impose des choses, Bruxelles nous impose des choses, hein, et ça me rappelle un vieux souvenir, permettez, de Mitterrand, il passait pas pour anti-européen. Un jour, à la radio, à la conférence de presse, je l'entends dire, l'Europe, c'est bien, c'est génial, c'est fort, mais il faut quand même pas que l'Europe s'occupe de nos fromages. Hein, parce qu'il y avait une directive nouvelle qui imposait un certain nombre de règles, disant qu'en gros, il n'était pas sain d'uriner dans le pressoir dans lequel on faisait son fromage. Hein. Ça avait été demandé par les Scandinaves notamment. Les Scandinaves protestants luthériens ont très peur des microbes, hein, beaucoup plus que nos civilisations d'origine catholique. Voilà, ça c'est 1996. Entrée des Scandinaves, donc la Finlande... oui, la Finlande. Non, il y avait déjà c'était en 96. Oui. Non, c'était avant ça, hein, la directive anglaise. Non, Mitterrand n'était plus au pouvoir en 96. Non, c'était avant. Oui, ils ne sont pas rentrés en 96, les Suédois et les Norvégiens. Les Suédois, si. Les Suédois, les Autrichiens. Bon, on avait déjà les Danois. Et les Finlandais. Ouais. Bon, enfin, les pays du Nord, et c'était le Danemark alors en l'occurrence, hein, avaient demandé une directive tout à fait bienvenue d'ailleurs, hein, qui impose un certain règle sanitaire. Donc Mitterrand fait un exposé pour dire c'est bien l'Europe, mais il faut quand même pas que ce que nos fromages. Le lendemain matin à la radio, j'entends sur France Inter le président du syndicat fromager français qui dit mais c'est à notre demande qu'on a fait cette directive. Bon. Oui. Bon, tout ça, ce n'est qu'un mot pour dire que, pardon. Non, poursuis, parce que maintenant je reçois des questions je termine cette phrase en une seconde. Hein. Disons que la propagande pro-européenne d'une grande partie de notre classe politique n'a pas joué en faveur des attitudes positives à l'égard de l'Union. Hein. Et je me rappelle, on parlait du traité de Maastricht, vous vous souvenez sans doute de l'attitude de M. Chevènement, homme extrêmement respectable par ailleurs, qui ne cessait de dire Maastricht, hein, comme si on nous imposait un coup de trick. C'était pas très glorieux de sa part, mais c'était quand même l'attitude d'un certain nombre de gens. Donc, il y a le sentiment qu'on est dépossédé d'un certain nombre de responsabilités de décision. Et d'une certaine manière, nos gouvernements sont coincés par le haut et par le bas. Hein. Monter des responsabilités régionales, départementales, des collectivités territoriales, et monter de la pression des directives communautaires, les deux font qu'on a parfois le sentiment que notre gouvernement est coincé et ne peut plus faire grand-chose. Bon. Daniel, j'ai deux questions qui nous viennent de ceux qui nous suivent en visioconférence. La première qui te touche directement en tant que conseiller des institutions européennes, comment ces résultats qu'on vient d'exposer de l'Eurobaromètre sont-ils pris en compte par les institutions européennes? Première question. Et j'en aurai aussi une autre qui s'exprime par la voix du gouverneur de la Californie. Great. Il nous suit. Great stuff. Alors, comment est-ce que ces résultats sont pris en compte ou pas par les institutions, les parlementaires, les commissaires européens? Je dirais certainement pas totalement, de façon certainement inégale selon les périodes. Hein. Il y a eu même une période, c'était vers 2010-2011, où la Commission a abandonné l'administration de ces deux indicateurs dans ses eurobaromètres. Le Parlement les a récupérés ensuite, ces deux questions, posées de façon moins régulière. Mais j'ai essayé maintes fois de savoir ce qui avait pu se passer. Et ce qui avait pu se passer, c'est, je crois, une injonction très ferme
d'un très haut responsable au sein de la commission, qui était un peu bavarois, je crois, hein, qui était la crainte que les indicateurs soient mauvais, et donc on les a enlevés. Est-ce que tu peux donner... Attends. Et maintenant, chose positive, la commission vient de remettre dans ses eurobaromètres l'un des deux indicateurs. Et je presse avec mes modestes moyens pour qu'elle récupère aussi le premier. Alors, mais de manière générale, je dirais que par rapport aux autres clients que j'ai pu connaître, dans le secteur public comme dans le secteur privé dans notre beau pays, j'ai eu le sentiment que chez les fonctionnaires communautaires depuis 40 ans? Non, depuis le directeur général, ou le commissaire jusque plus bas, on prêtait attention à ces choses-là qu'on ne le fait au plan national. Ça, tu ne peux pas le prouver. Non, c'est ma impression. Oui. Hein. Et un sentiment également très réjouissant, c'est que contrairement à beaucoup de responsables à des niveaux très élevés dans l'économie et dans la politique, on trouvait encore à la Commission et au Parlement des gens capables de lire plus de 4 PowerPoints. Tu es sévère. Non. Alors, si je peux seulement, je vous en prie. En tout cas, de la part du Parlement européen, moi, j'y travaille depuis une dizaine d'années. Et c'est clair que pour le Parlement européen, l'Eurobaromètre et le Parlemètre, qui l'édite aussi depuis quelques années, c'est super important. C'est la base de tout le travail de communication du Parlement européen, surtout tout le temps, mais surtout avant les élections. Parce que c'est primordial d'avoir ces données et savoir ce qu'ils pensent les Européens, et surtout aussi nous qui travaillons dans les États membres. C'est notre source primaire de savoir en France quelle est l'opinion. Et d'ailleurs, il y a plusieurs questions par âge aussi, tranche d'âge. Oui, et du coup, on peut aussi voir, grâce à ça, à qui on va s'adresser, etc. pour les questions. Oui. Les résultats de toutes ces questions peuvent être regardés, ventilés par tranche d'âge, par catégorie socio-professionnelle, par sexe, par région. Hein. Bon. Alors là, ce n'est plus 15 à 20 000 pourcentages que j'aurais dû regarder, mais quelques centaines de milliers. Et par orientation partisane? Non, parce que pour des raisons politiques, les institutions communautaires s'interdisent d'entrer dans ce jeu-là. C'est peut-être dommage, mais ça se comprend. Tous les 27 pays, Et si elles le faisaient, elles risqueraient de recevoir des grands coups de bâton de la part des institutions nationales. Merci. Si on te comprend bien, il y a quelques années, le Parlement européen s'est intéressé directement à l'Eurobaromètre au point de créer ses propres questions et d'avoir sa propre enquête. D'avoir maintenant sa propre enquête. Ça avait commencé par le Parlement demandant humblement à la Commission d'accueillir 3 ou 4 de ces questions dans son Eurobaromètre. Et puis peu à peu, ça s'est développé et le Parlement a décidé de lancer ses propres enquêtes qui sont appelées Parlemètre, mais qui s'appellent maintenant Eurobaromètre comme les autres. Il y a l'Eurobaromètre de la Commission, l'Eurobaromètre du Parlement. Les questions sont... Il y a quelques questions qui sont assez communes, les autres dépendent de l'intérêt particulier de chaque institution pour tel ou tel aspect des choses. Je suis un peu soucieux parce que je n'ai plus accès aux questions qui sont posées en ligne. Je me souviens de l'une d'entre elles, simplement, où l'un d'entre nous qui nous suit nous dit, mais, alors c'est une question très politique, est-ce que les Européens ne sont pas trop naïfs au regard des menaces qui sont ressenties par les citoyens eux-mêmes? Ça veut dire, est-ce que les dirigeants européens ne sont pas trop naïfs, comme d'ailleurs le reproche leur en est fait par le gouverneur de la Californie? Oui, et par... Ah oui, voilà, j'ai la question. L'Europe n'est-elle pas naïve, comme le dit le gouverneur de la Californie? Il faudrait plus d'Europe et nettement plus ferme. La Commission se montre faible, voire le Mercosur. Ça veut dire quoi, la dernière phrase? Interprète-la comme tu l'entends, parce qu'elle n'est pas explicite. Ouais. Ici, la personne qui pose cette question estime que peut-être la Commission a trop vite cédé aux propositions de nos partenaires.
C'est ce que je comprends. On peut comprendre le contraire aussi. Bon, alors vas-y. Bon, donc, je peux C'est pas toi le répondre. spécialiste de l'opinion. En revanche, alors, sur la naïveté des Européens, je ne crois pas qu'ils soient vraiment tellement naïfs. Hein. Vous vous souvenez de la question sur le sentiment de la menace provenant de l'invasion russe de l'Ukraine, hein, les réponses sont extrêmement nettes. Sur les réponses qu'ils entendent, qu'ils pensent devoir donner, c'est-à-dire renforcer notre coopération militaire, les budgets de défense, etc., ça c'est assez clair. Ils ont bien compris que M. Poutine n'est pas notre ami le plus sincère. Bon. Et depuis un an, ils comprennent, et j'en suis, si on faisait une enquête aujourd'hui, je pense que ça serait encore pire, ils comprennent bien que notre vieil allié, les États-Unis, ne sont sans doute plus notre allié. Daniel, j'ai beaucoup de questions, donc je vais maintenant te les défiler un peu plus. Donc ils ne sont pas si naïfs que ça, à mon avis. C'est pas, et je ne crois pas que chez nos dirigeants, ça soit de la naïveté. Tu te souviens d'une réunion récente à notre Europe où, je ne sais plus qui de nos éminents invités a dit, mais le problème, c'est la pétoche. La crainte des dirigeants de nos pays, on peut le comprendre, hein, de s'exposer trop au coup de bâton de M. Trump. Donc, il faut slalomer, vraisemblablement. Mais chez les citoyens, je pense qu'ils ont bien conscience du fait qu'on a des gens à gauche et à droite qui ne sont plus nos amis. Alors, je vois ici, l'Union européenne s'est construite sur la base d'un objectif de développer un marché commun. Or, rien n'est fait sur une politique sociale d'harmonisation. Est-ce que cela n'améliorerait pas la relation entre les citoyens et les institutions? Évidemment. L'Europe sociale, c'était un des grands dadas, si je puis dire, de notre président Delors. Hein. Je me souviens à ce propos d'une réunion où le sujet avait été évoqué au Conseil européen et où Mme Thatcher, entendant parler de Social Europe, a dit « Social, chouette, est-ce qu'on va avoir des petits fours ?» Parce que social en anglais ne veut pas dire du tout la même chose que social en français. Bon, il est clair que ça n'a pas progressé comme l'aurait souhaité notre président. Alors, ne pourrait-on pas faire des sondages d'opinion avant de prendre des décisions importantes sur les points précis, au lieu de faire les sondages après coup? Est-ce que cette question vaut aussi pour les politiques européennes? Les enquêtes faites par le Parlement, enfin, pour le Parlement ou pour la Commission, sont à la fois avant et après les décisions. Maintenant, je vous parle là d'un outil qui s'appelle l'Eurobaromètre Standard, qui est réalisé chaque semestre de la même manière, avec des enquêtes face à face. Maintenant, il y a d'autres outils qui s'appellent l'Eurobaromètre Flash, qui permet justement de donner un coup de projecteur rapide sur des questions dont la réponse peut entraîner attitudes différentes ou différenciées de la part des autorités. Alors, il y a des eurobaromètres spéciaux aussi qui portent sur des sujets particuliers. Donc, je ne crois pas qu'on puisse dire que il y a un déficit de prise d'information. N'oublions pas les eurobaromètres qualitatifs que j'ai eu l'honneur de réaliser pratiquement de façon monopolistique pendant 10, 12 ou 15 ans, qui sont un petit peu tombés dans l'oubli. Tu peux donner des exemples? Ah bah oui. Perception par les Européens de la politique agricole commune. Perception de la politique de recherche scientifique et technique. Et puis, tout à fait à l'autre bout et aussi attitude vis-à-vis du référendum sur la Constitution. Hein. Et puis, sentiment des citoyens consommateurs sur les risques inhérents à la consommation de chair de grands poissons prédateurs qui comportent, comme chacun sait, du méthylmercure dans leur foie. Bon, donc depuis des très très vastes sujets jusqu'à des trucs très ponctuels mais pour lesquels une décision devait être prise par la DG en question. Alors voilà maintenant une question. L'image du Parlement européen, autre grand sujet que j'ai eu à traiter.
Et je peux avancer une question très politique. C'est la dernière. Alors, on va terminer par cela. Et veuillez m'excuser, je pense à tous ceux qui nous écoutent parce que je n'ai pas pu prendre toutes les questions, mais on te les communiquera. Ne faudrait-il pas que tous les pays de l'Union européenne partagent les mêmes valeurs, notamment la démocratie, et là la question se termine très fort, et exclure les pays qui ne les partagent pas? Vous pensez du côté de Budapest, monsieur, entre autres. Bon, oui, ben, tu l'as évoqué, la Roumanie. Oui, la Roumanie n'est pas néfaste pour nous. La Slovaquie. Voilà, la Slovaquie, oui. Les Tchèques ont toujours été en arrière de la main aussi, hein. Mais les Tchèques ronchonnent depuis toujours. Ils nous ont jamais embêtés dans les décisions à prendre au plan communautaire, hein. Bon, on pense bien sûr à monsieur Orban. Voilà. Et je crois que dans les traités, il n'existe pas de possibilité de jeter un pays à la porte. Non, effectivement. Jacques Delors s'était posé la question, à un moment donné, tellement il était fâché du comportement de Mme Thatcher, et les services juridiques lui avaient dit qu'en effet, ce n'est pas possible. On peut éventuellement modifier les droits, y compris la sanction très forte des fonds structurels. Non, mais aussi le droit de vote. Ah oui. Au Conseil, il y a des sanctions très très fortes, mais qui doivent être prises à l'unanimité, moins le pays concerné. Donc, c'est l'arme atomique qui n'est pas utilisable. Mais de toute façon, là, on parle de l'opinion publique, et donc les Hongrois, je ne sais pas, on ne les a pas nommés spécifiquement, mais peut-être ils sont très pro-européens ou ils ont des chiffres très bonnes dans ça. Là, on parle des dirigeants, et les dirigeants, ils ne restent pas. Ça, il faut le savoir. Absolument. C'est une démocratie, et c'est là où il y a plutôt le bouclier démocratique qui est mis en place, et aussi que la Hongrie, par exemple, ne reçoit justement pas les fonds si elle fait obstruction au niveau européen. Donc, on trouve toujours un moyen, et il ne faut pas mélanger l'opinion et les dirigeants. Par ailleurs, la position de M. Orban n'a pas empêché l'adoption de décisions majeures, hein, depuis pas mal d'années, notamment sur l'attitude à l'égard de l'aide à l'Ukraine. Bon. Et puis l'autre considération, c'est, mais est-ce que les messieurs Orban de ce monde seront toujours en place? Est-ce qu'on peut virer de l'Union européenne l'ensemble des Hongrois, hein? On peut espérer qu'un renversement politique se fera un jour. Bien, je crois que nous avons été passionnés pour ton intervention. Je vois d'après les questions et d'après les réactions de la salle, tu nous as apporté l'expérience de quelqu'un qui à la fois est un expert, mais aussi une personne engagée. Tu t'es mis toi-même parfois dans des jugements assez forts, en commentateur de ces résultats. Nous t'en remercions, comme nous remercions Madame Leila Volt de son accueil et aussi de sa participation à nos discussions qui montre qu'elle est partie prenante aux questions qui nous intéressent. Merci à vous. Est-ce que vous permettez un dernier attention, mot? alors moi je voulais simplement dire qu'il y a une prochaine date. La prochaine conférence de ce type sera au mois de mars. Quel jour? 10 mars. 10 mars, et j'aurai l'honneur cette fois-ci de m'exprimer sur la question des institutions européennes en vue de ce fameux voyage du 7 au 9 avril pour lequel nous vous attendons. Mais je crois que maintenant, il y a un moment de remerciement plus Merci poussé. beaucoup, Daniel. Au nom des semaines sociales. Merci des fois. Merci. C'est un peu surprise. Hein. Ouais. Bon. Oui, je voulais dire un mot encore. Si vous voulez consulter le document complet qui a été publié par notre Europe, enfin par l'Institut Jacques Delors, c'est très simple, hein. Vous allez sur le site de l'Institut Jacques Delors, vous cliquez sur Publications, et là vous voyez un petit menu avec les thèmes possibles. Le thème c'est démocratie et institutions, et si vous cliquez là-dessus, vous voyez défiler tous les papiers récents qui ont trait à ce domaine. Et puis un tout dernier propos, je me souviens tout à coup d'une lettre que j'ai écrite à Jacques Delors en 1986. Oula, il vient d'arriver à Bruxelles. Là, oui. Il était là depuis un an quand même. Oui, oui. Oh, 86, oui. Où je me suis permis de dire une chose qui est finalement d'une banalité confondante. Au fond, on obtient l'adhésion des peuples
que par deux choses, ou bien l'exaltation de la conquête, ou bien la dénonciation de la menace. Ça me paraît être, mais d'une banalité épouvantable maintenant. Mais quand j'avais trouvé cette phrase, j'étais assez content. Je suis pas sûr qu'il ait été très content, si je peux me permettre de ton intervention. Non, mais la conquête n'est pas Oui. forcément la conquête militaire, la conquête D'accord. territoriale. Hein. D'accord. Ça peut être, regardez, la conquête de l'espace, la conquête de je ne sais pas quoi. Le projet. C'est ça. Merci de ce supplément de grâce que tu nous donnes. Merci mille fois de m'avoir accueilli. Merci beaucoup d'avoir été là. Donc, on innove. C'est la première fois qu'on fait une conférence à l'heure du midi.